Pour la séquence suivante, j'appelle Frédéric Léveillé, qui est le président de Terre d'Argentan Intercommunalité, dans l'Orne, on va en parler. J'appelle Séverine Cachot, qui est présidente et sociétaire d'Imatera. Et nous allons commencer, pendant qu'il s'installe, par écouter un message de Philippe Clergeau, une vidéo courte également, qui est professeur émérite du Muséum national d'histoire naturelle, qui est membre du comité scientifique de France Ville Durable. Et il a beaucoup contribué à la réécriture du manifeste dont nous allons parler en conclusion de cette journée, notamment avec un objectif qui remet d'ailleurs un petit peu en cause cette finalité des limites planétaires, la prise en compte du vivant. La prise en compte du vivant, bien plus qu'on ne le fait aujourd'hui, et d'ailleurs le fait de considérer que la biodiversité, c'est-à-dire le vivant, est un des critères d'habitabilité, peut être questionné. Est-ce que finalement, ce n'est pas la finalité ? Parce que le vivant, on en fait partie. Hein. Donc est-ce que ce n'est pas plutôt la finalité qu'un critère parmi d'autres, le vivant, et cette différenciation que l'homme blanc, que l'être humain blanc occidental a fait de lui par rapport à la nature, est aujourd'hui un frein à un certain nombre de transformations. Alors je vous propose d'abord d'écouter Philippe Clergeau. Bonjour. Alors quelques mots sur la place du vivant dans la ville. Le vivant dans la ville, la nature dans la ville, c'est pas simplement un objectif pour nous rendre des services et pour l'ambiance, pour tous les satisfecits que rend la ville. C'est bien autre chose. Il faut resituer l'homme dans ce fonctionnement, dans son fonctionnement naturel. Alors, c'est important de considérer donc cette nature dans la ville. Alors moi je parle de biodiversité, hein, avec des fonctionnements écologiques, c'est-à-dire biodiversité des espèces qui ont des relations entre elles, avec leur milieu, et pas simplement des espèces vivantes qu'on met les unes à côté des autres parce que c'est esthétiquement agréable et culturellement acceptable. L'idée, c'est donc de recréer un petit peu ces notions de fonctionnement écologique et d'écosystème, et donc de s'en servir aussi comme un des moyens de la transition écologique. Je suis intimement persuadé, et bon, j'ai déjà beaucoup écrit sur le sujet, la ville ne sera durable que si on franchit un pas en intégrant la biodiversité, la nature en ville, si on veut, comme un des moyens de la transition. Et elle n'est pas cette nature, cette biodiversité, et notamment les relations sol et végétation, ne sont pas à considérer indépendamment comme un objectif fort peut-être, et puis d'autres comme le climat, comme la pollution, etc., etc. C'est un ensemble qu'il faut considérer. Et avec Eduardo Blanco, donc un collègue ingénieur architecte, on a identifié 3 niveaux de maturité qui résument un peu cette problématique de la nature en ville et de cette prise en compte de la nature en ville. Je dirais que dans un premier temps, dans une première étape, il y a effectivement l'usage de la plantation. On plante des arbres, on met de la végétation pour pouvoir rendre des services aux citadins, hein, et donc du coup permettre à la ville d'être vivable. C'est ce qu'on fait avec nos plantations actuelles essentiellement, et c'est ça que les collectivités sont en train de mettre en place. Il y a un deuxième niveau de maturité qui prend en compte plus les processus écologiques, qui va faire attention aux espèces, qui va essayer de faire des micro-écosystèmes, des relations entre les espèces, des espèces qui ont déjà un peu évolué entre elles, co-évolué entre elles, etc., etc. Et donc du coup, en prenant en compte ces processus écologiques déjà au niveau de la parcelle, on va rendre les plantations et la gestion de ces végétaux de façon beaucoup plus durable. La ville durable, donc deuxième étape, hein, c'est une ville qui prend en compte la biodiversité dans son organisation. Et puis le troisième niveau, qui est un objectif à plus long terme, impose une approche complètement holistique. Pour l'instant, elle est peu abordée, peu utilisée. On a déjà beaucoup de problèmes avec d'autres éléments. Ça veut dire que non seulement on va considérer
des étapes, des sites où on va mettre de la biodiversité, mais on va considérer tout un quartier, toute une ville comme un écosystème qui fonctionne et dans lequel on va prendre en compte la biodiversité, le climat, les ressources, etc., etc. Donc, pour résumer, trois niveaux de maturité. Un premier niveau, la ville vivable, ce qu'on est en train de construire et de plus en plus avec efficacité. Le deuxième niveau, une ville durable, dans lequel on va prendre en compte la biodiversité, des choix d'espèces, une organisation un peu plus attentive à ce fonctionnement écologique. Puis un troisième niveau qui va impliquer une ville régénérative, une ville écosystémique, une ville régénérative, c'est-à-dire qui va aussi s'auto-entretenir et qui va intégrer les différents types de processus écologiques, et notamment un qu'on étudie bien, nous, mais qui a été très peu mis en place, c'est toutes les notions de continuité, de trame verte et bleue ou autres, dont on parle beaucoup, mais qui dans les actions sont encore bien loin d'être prises en compte. Voilà, donc pour finir, cette prise en compte du vivant dans la ville, c'est pas simplement pour nous rendre des services, c'est aussi pour construire la ville de demain complètement différemment, avec une approche avant tout des éléments qui constituent un peu notre contexte de vie, donc notre vie, avec à la fois le besoin de diagnostic, je développe pas, je suppose que ça sera abordé largement, et puis à la fois aussi quelque chose qu'on a peu dit et qui pour moi me semble vraiment important, qui est le suivi des livrables. C'est-à-dire qu'un paysagiste, un architecte, un urbaniste qui livre son projet devrait pouvoir systématiquement avoir des clés pour pouvoir suivre un petit peu ce projet dans le temps. Comment une profession peut avancer et progresser alors qu'elle est dans le concept si elle n'est pas capable de se regarder et de regarder ce qu'elle a fait en arrière. Voilà, je finirai là-dessus et je vous remercie de votre attention. Merci Philippe. Il a beaucoup évoqué la question de la nature en ville. Et là, je crois qu'on va plutôt parler de nature à la campagne dans cette table ronde, parce que c'est vrai qu'on se focalise sur ces questions de biodiversité en ville. Or, l'endroit où aujourd'hui la biodiversité est le plus en danger, c'est plutôt à la campagne qu'en ville. Vous savez que les abeilles viennent se réfugier en ville parce que c'est moins pollué, etc., etc. Et cette logique de régénération, des acteurs économiques aujourd'hui la mettent en œuvre, et des collectivités, alors pas forcément à la plan comme ça, je reviendrai après sur la collectivité, mais je voudrais d'abord me tourner vers Séverine Cachot, qui est donc présidente et sociétaire de la coopérative, la société coopérative Imatera. Tu vas pouvoir nous dire quelques mots, je pense, sur la société. Et ça serait intéressant, après avoir entendu Philippe Clergeau, que tu nous parles du travail qui est conduit avec des agriculteurs dans le Var, et qui s'appelle, je crois, le projet Les Résilients. Et puis, tu dois avoir d'autres exemples de mobilisation d'acteurs économiques à l'échelle territoriale sur cette logique, alors qu'on l'appelle régénération ou pas, en tout cas sur cette logique de faire autrement, puisque c'est ça le thème de la séquence qui débute. À toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Sébastien. Donc, je vais vous emmener faire un petit voyage dans le Var. C'est dans le Var, mais ça pourrait être bien ailleurs. Et on va parler de transformation de modèles économiques en partant de pratiques agroécologiques. Je pourrais effectivement, et je vais vous en parler un petit peu après, vous partager d'autres retours d'expériences de bifurcation, de transformation de modèles économiques, mais j'ai choisi de vous parler d'un projet de résilience économique territoriale à partir effectivement d'un collectif d'agriculteurs qui a impulsé une démarche sur le territoire en réunissant tout un tas de parties prenantes. Et c'est pour ça qu'ils nous ont sollicité Imatera. Je vous parlerai un petit peu d'Imatera après, c'est pas très important ici. Pourquoi ces agriculteurs sont venus nous solliciter? C'est que certains, un petit groupe au départ, et puis ce petit groupe a grossi, a eu envie de monter en compétence sur des pratiques plus soutenables pour l'agriculture et pour leur territoire. Certains étaient déjà un petit peu formés à l'agroécologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez quelques éléments qui présentent les 12 fondamentaux de l'agroécologie. Alors, agroécologie porte un nom qui est très réducteur, puisque agro, on se dit agriculteur, et ça ne concerne que les agriculteurs. Et en fait, ces agriculteurs ont eu envie
Oui, de monter en puissance sur ces changements de pratiques. Oui, ont eu envie de démultiplier des projets d'aménagement agroforestier, agroécologique sur leurs parcelles, mais ont eu aussi envie de faire rayonner et de partager ces pratiques pour que d'autres acteurs de leur territoire, d'autres acteurs économiques, d'autres institutions, organisations, d'autres humains s'approprient ces pratiques. Et donc, à partir de ce collectif, eh bien, ils sont, avec notre accompagnement, allés rencontrer leur commune, les élus, le conseil municipal, la communauté de communes, la chambre d'agriculture, les associations, les citoyens, et un certain nombre d'acteurs économiques, artisans, commerçants, entreprises sur leur territoire, pour eh bien, activer des coopérations et se dire comment est-ce qu'on trouve ensemble des solutions à hauteur de femmes et d'hommes pour répondre aux enjeux des limites planétaires et du plancher social. Alors, ils n'ont pas appelé ça comme ça au début. Ils avaient leurs mots à eux, leur contexte, leur vie au quotidien, mais finalement, c'était assez en miroir sur cet outil du donut. Donc les solutions qui ont été déployées autour de ces pratiques agroécologiques, c'était vraiment orienté sur 3 grands piliers. Un pilier écologique, comment est-ce qu'on vient répondre aux enjeux environnementaux du territoire avec une approche globale, holistique. Donc on touche là une partie des limites planétaires, pas toutes, et je vous dirai un petit peu celles qu'on a retenues. Un pilier économique, comment est-ce que l'agroécologie, non pas que pour les agriculteurs, mais vraiment pour tout le monde, devient un vrai levier de modèle économique des institutions, des organisations, des acteurs, mais aussi d'un territoire, au service d'un bien commun. Donc modèle économique, pas business model, mais vraiment modèle économique, avec cette entrée holistique, environnement, social, sociétal, usage et monétaire. La petite cerise sur le gâteau. Et un 3e pilier, le pilier social, comment est-ce qu'on cultive une vie plus juste, plus équilibrée entre acteurs économiques, entre acteurs et parties prenantes d'un territoire, où la responsabilité sociale est en co-responsabilité de chacune de ces parties prenantes. Donc tous ensemble, tous ces acteurs ont été réunis en intelligence collective. Nous, on s'est positionné en acteurs tiers de confiance, activateurs de coopération, pour imaginer comment tous ensemble, la coopération pouvait être activée. Coopération, c'est coopérer ensemble pour un bien plus grand que soi, pour un bien commun. C'est pas collaborer, faire labeur ensemble, mais vraiment coopérer. Donc l'intention était un peu plus grande. Comment est-ce qu'on pouvait codéfinir une stratégie à partir de tout ce qui était déjà défini sur un territoire, un plan climat, un plan alimentation territoriale. Il y a plein de plans qui existent, qui sont super fournis, basés sur des études souvent exceptionnelles, mais ensemble, il était nécessaire, et c'est le besoin qui avait été exprimé par les parties prenantes, de faire un gros travail de réappropriation de ces éléments et de mettre en œuvre une feuille de route très opérationnelle derrière, à hauteur d'hommes et de femmes sur le territoire. Et puis, déployer l'agroécologie, oui, dans les parcelles agricoles, mais pas que. De créer, notre collègue en vidéo vient d'en parler, de continuer à créer des trames vertes et des trames bleues, à créer des liens entre les parcelles agricoles, à créer des liens entre les parcelles agricoles et les lieux de vie des citoyens, et les lieux de consommation des citoyens, et les lieux de gestion du territoire, de la ville. Et donc d'impliquer et de former l'ensemble des parties prenantes d'un territoire sur ces pratiques agroécologiques, et de déployer le design des aménagements sur 5 ans. Donc on design les aménagements, on accompagne les aménagements. Donc une fois que les personnes sont formées, on les accompagne pour développer l'agroécologie, donc développer des sols couverts, planter des arbres, des haies, conserver les arbres et les haies qui existent déjà. Il n'y a pas besoin de réinventer des choses qui existent déjà, elles sont souvent déjà là. Mais comment est-ce qu'on trogne un arbre? Comment est-ce qu'on taille de manière douce une vigne, des haies? Comment est-ce qu'on implante des fruitiers? Comment on implante un certain nombre de variétés qui viennent au service de la biodiversité? Comment on crée des aménagements de régénération de l'eau pour lutter contre un certain nombre de risques. Dans le Var, on a le risque du ruissellement, des inondations, on a le risque incendie, on a le gonflement des argiles, on a tout un tas de risques qui ont des impacts bien au-delà des parcelles. Donc on a intégré l'ensemble de ces éléments dans les formations
et dans le design et la mise en œuvre des aménagements. Et puis, autre élément très important, un dernier pilier de l'action, c'est de déployer, de co-construire ensemble des modèles économiques qui soient contributifs, voire régénératifs, sur les modèles économiques agricoles, mais pas que. Donc, comment est-ce qu'un agriculteur, aujourd'hui, se rémunère, oui, sur ce qu'il produit, mais sur bien autre chose, et qui ça concerne, au-delà de lui-même. Donc, on a développé, au-delà de ces 4 piliers que je viens de vous partager, un certain nombre d'actions. Il y en a 12 au total. Je ne vais pas toutes vous les décrire, mais quand même, vous parlez d'ateliers avec les citoyens, les artisans, les commerçants, les entreprises, les agriculteurs, les élus, des communes, les institutions, autour de cette appropriation de la stratégie et du déploiement d'actions très simples, pleines de bon sens, où chacun prend sa part en co-responsabilité. Sur cette partie-là, photo, donc les formations des agriculteurs et le design qui répond aux enjeux carbone, azote, eau, biodiversité et un certain nombre d'autres sujets. Et puis, deux gros travaux sur la création d'une filière de plants et de semences locales en label végétal local, où on travaille avec des pépiniéristes, des lycées agricoles, des agriculteurs, des citoyens qui vont produire des plants et des semences. On va créer une pépinière citoyenne pour répondre à la pénurie de plants qui existent au niveau territorial, mais aussi au niveau national. Et donc on a cette filière de plants et de semences avec un modèle économique qui soit rémunéré, avec une action qui soit rémunérée sur les effets utiles générés de produire localement, avec des espèces et des variétés locales résilientes. Et puis une autre filière qui est la valorisation des biodéchets, donc des déchets verts et des déchets alimentaires. Donc là, autour de la table, on a des collecteurs de déchets, des syndicats intercommunaux sur la question des déchets, des acteurs, restaurants, hôtels, cuisines, centrales d'entreprise, cuisines municipales, et agriculteurs, et logisticiens, et entreprises qui vont créer une filière locale avec une rémunération partagée et une mesure d'impact. Et puis on fait un énorme travail aussi avec les anciens pour identifier le patrimoine fruitier sur le territoire, pour venir nourrir cette filière de plants et de semences, et pour valoriser l'histoire, ce qui existe déjà, et former les enfants, mais aussi toutes les parties prenantes à greffer des arbres pour un circuit très court et le plus résilient possible. On a un gros travail également avec les écoles, les lycées de formation agricole, où les agriculteurs vont dans les classes pour expliquer ce qu'est l'agriculture, ce qu'est être cultivateur, ce qu'est être le bon sens paysan, ce qu'est la biodiversité, ce qu'apporte une haie. Et ensuite, les enfants vont planter chez les agriculteurs, et on a intégré ce projet dans le programme pédagogique à tous les niveaux, primaire et collège. Et puis on a un gros travail de sensibilisation du grand public, de sensibilisation des autres territoires ou des autres collectifs qui nous sollicitent. On met notre méthodologie en open source. L'idée, c'est de démultiplier, de faire connaître la démarche qui est très opérationnelle, très concrète, et qui peut être démultiplié sur d'autres territoires, au-delà de l'entrée agricole pure, parce que ça peut être transféré sur les filières du textile, les filières très industrielles notamment, et pas que. Je vais rentrer un peu dans le vif du sujet des modèles. Vous en avez... Par contre, il te reste 2 minutes 30. Tout à fait, c'est bon. Les modèles agricoles. Alors, je vous ai parlé du prototypage des modèles économiques des agriculteurs. Certains en ont parlé tout à l'heure, mes collègues en ont parlé. Donc, c'est bien passer de la vente d'un produit en volume, donc arrêter de ne vendre que le kilo de tomates vendues et que l'hectolitre de vin, par exemple, ou le nombre de fromages. Donc, c'est travailler l'amélioration de la qualité des produits, limiter la consommation des matières premières, fidéliser les clients pour peut-être accompagner les changements de comportement de consommation alimentaire, aller vers des produits locaux plutôt que des produits industriels. Donc ça, c'est ce passage-là pour aller
jusqu'à la contractualisation de la performance de l'usage et des bénéfices, des impacts positifs qui sont générés. Donc, intégrer dans la rémunération de l'agriculteur, eh bien, une rémunération à juste valeur ajoutée. Donc, différents indicateurs peuvent être intégrés et c'est ce qu'on travaille, on va le co-définir tous ensemble. Et on va jusqu'à travailler l'intégration de ces effets utiles dans la comptabilité de l'agriculteur en prenant appui sur la compta environnementale et sociale. Nous avons donc pris avec l'accompagnement et le travail en coopération que nous réalisons avec Take for Life, qui est adhérent de France Ville Durable et France Ville Durable, nous avons pris l'orientation d'utiliser le donut. On n'a retenu que 5 limites planétaires. Pourquoi ? Parce qu'on va co-construire les indicateurs de mesure avec les parties prenantes, donc avec les agriculteurs, les entreprises, et l'ensemble des acteurs qui vont déployer ces pratiques agroécologiques. Et on est en train de définir les indicateurs du plancher social. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs qui sont autour de nous. L'idée, c'est pas de faire le détail de tous ces acteurs, c'est de vous montrer que c'est une toute petite part d'un petit bout d'une constellation. Et que, eh bien, aujourd'hui, Leclerc déploie de l'agroécologie sur ses parcelles. L'Hyper-U déploie la consigne de verre parce que ça vient aussi répondre à nos enjeux dans ce projet. Vous avez des collecteurs de déchets que nous accompagnons par ailleurs, sur lesquels on travaille leur modèle économique. Ils vont devenir entreprises à mission et on les challenge en leur demandant dans 10 ans, qu'est-ce que vous ferez quand vous n'aurez plus de déchets à jeter, à enfouir, qu'est-ce que vous ferez pour vos métiers demain. Donc on a un certain nombre d'acteurs très diversifiés, publics, privés, qui viennent contribuer à la construction de ces modèles économiques. Est-ce que tu peux rappeler combien d'agriculteurs sont maintenant dans la boucle ? Au tout départ, on était une trentaine et maintenant on est un petit peu plus de 80. On a 2 autres territoires qui sont venus nous chercher. Donc on était plutôt dans le centre Var et là on commence à aller un peu vers la Méditerranée sur Bandol qui rencontre un territoire qui rencontre beaucoup de sujets et dans le 13 aussi. On voulait absolument vous montrer cet exemple parce que on est bien là, ne serait-ce qu'avec ces logos, sur une réorganisation de l'économie locale. On est bien sur c'est l'ensemble des acteurs économiques et pas uniquement les agriculteurs qui changent. C'est les agriculteurs dans une chaîne globale avec les logisticiens, avec les producteurs, avec les commerçants, etc., etc. Donc c'est possible, encore une fois, c'est possible de réorienter les modèles économiques territoriaux vers davantage de sobriété et de qualité de vie. Et je vais me tourner vers Frédéric Léveillé, dont on pourrait dire cette logique sobriété qualité de vie, c'est un peu de slogan de la communauté de communes d'Argentan. Donc Argentan, donc tu es maire et président de la communauté de communes. La commune fait 14 000 habitants et l'Interco en fait 34, 60 communes. C'est ça ? Non, c'est 49 communes, ah oui. 72 historiques. C'est ça. Et si je me souviens bien, c'est un territoire qui se situe entre Plateau, Bocage et Pays d'Auge. C'est bien ça ? C'est ça même. C'est en Normandie et c'est un territoire qui regroupe donc 34 000 habitants avec une ville d'Argentan à près de 14 000 habitants et la plus petite commune en fait 58. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est que tu partages avec nous les démarches que tu as engagées sur finalement tout ce que tu as pu entendre depuis ce matin, parce qu'on parle beaucoup de la transition des villes, des grandes villes. Et ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il n'y a pas que dans les villes que ça bouge et que ça évolue. La communauté de communes a beaucoup travaillé sur les questions de mix énergétique, a travaillé sur les questions de sobriété au sens large, travaille aujourd'hui sur l'alimentation. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ce qui nous intéresse, c'est ton témoignage en tant qu'élu de ce type de territoire déjà engagé dans ces bifurcations. C'est à toi. Alors d'abord, il faut en effet réussir à embarquer à la fois un territoire et une population. Et c'est complexe, et peut-être encore plus complexe quand on est dans un territoire rural et un territoire important. Moi, mon territoire, il est petit, vous voyez, en population. Je ne suis pas à Marseille, je ne suis pas Grenoble, loin de là, très très loin de là. Mais en revanche, c'est 715 km². C'est 800 km de route. Voilà, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est au moins en superficie mais pas en population, la première intercommunalité de l'Orne, département dans lequel je vis, et c'est complexe parce que il faut parvenir à faire bouger des lignes,
avec des territoires qui sont des territoires qui ont été habitués, à la fois habitués à des pratiques, à des principes, à des logiques, et il faut les faire bouger. Et les faire bouger, c'est compliqué. Alors, pour les faire bouger, il y a en effet plusieurs approches. D'abord, la volonté au niveau intercommunal, ça a été de travailler sur 4 thématiques en même temps. C'est-à-dire à la fois la sobriété, les énergies renouvelables, l'économie circulaire et la biodiversité. Et d'y travailler de concert. C'est-à-dire pas un élément et puis on verra pour les autres. Non, les 4 en même temps. Ce qui est forcément difficile et délicat parce que les approches sont là aussi différentes entre l'espace plus urbain et l'espace très rural. Ça veut dire aussi qu'il faut parvenir à entraîner l'ensemble des élus, l'ensemble des citoyens dans la dynamique. Et pour ça, il faut les former. Parce que la difficulté dans les communes rurales, on le voit bien, à la fois au niveau des élus, mais pas seulement, c'est la connaissance et la compétence. Et donc, il y a vraiment un travail à mener d'ingénierie. C'est la raison pour laquelle l'intercommunalité amène l'ingénierie. Moi, j'ai la chance d'avoir une interco dans laquelle j'ai 6 agents sur le service urgence climatique. Et qui sont dédiés, un sur l'énergie, un sur la biodiversité, une sur le plan alimentaire territorial, un économe de flux, un sur le plan vélo et l'agenda 2030. Et puis j'en oublie toujours un, donc il faut que je vérifie. Et un, ah oui, très important, le dernier, sur le projet Coopter, pour lequel on a été retenu par l'ADEME, qui est un projet d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, hein, et avec une stratégie qui permet d'emmener aussi les entreprises. Et ça, je pense que c'est vraiment important si on veut être à la fois visible sur le territoire. Il faut à la fois une logique d'exemplarité pour la collectivité, mais une capacité à embarquer tous les acteurs, y compris les acteurs industriels. Et nous, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un schéma complet du mix énergétique. On est la première interco de Normandie en transition énergétique. Hein. On produit 28% d'énergie renouvelable sur le territoire. Et on a une trajectoire à 2048 en autonomie. Et avec l'idée de se donner des moyens de pouvoir mettre tout le monde en mouvement, y compris les entreprises. Et aujourd'hui, on travaille à la fois sur l'autoconsommation collective pour les embarquer, on travaille sur de l'agrivoltaïque avec des entreprises et des agriculteurs pour justement donner une dynamique territoriale collective, mais on travaille aussi avec ces entreprises sur la volonté qui est la nôtre de pouvoir répondre à des besoins, par exemple sur les déchets. On a une problématique de déchets, on est en train de réfléchir à une stratégie assez particulière et innovatrice sur le territoire parce qu'elle n'existe pas encore aujourd'hui de pyrogazéification polyflux et avec l'idée de pouvoir répondre à la fois aux entreprises, évidemment aux collectivités, mais aussi aux citoyens. Parce que si on veut embarquer, il faut aussi que le citoyen ait finalement du retour. Travailler sur les déchets, c'est aussi diminuer la TGAP, ça a des vrais intérêts. Travailler sur les énergies et une communauté énergétique du citoyen, ça a une vraie stratégie de faire diminuer les coûts énergétiques. Et puis se retrouver, on a de la méthanisation puisqu'on est un territoire agricole. Travailler sur une volonté de décorrélation des prix du biogaz, ça a un vrai intérêt logique et territorial, là encore, pour les citoyens. Et donc, il faut réussir à embarquer tout ce monde-là, ce qui n'est pas d'une simplicité exemplaire, mais en même temps, c'est aussi comme ça qu'on y parvient. Et il faut former, informer et en permanence. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé une université populaire des transitions, dont la première aura lieu jeudi prochain, voilà, sur réparer la ville, et avec l'idée de pouvoir favoriser la prise de conscience individuelle et collective sur l'ensemble des territoires de l'intercommunalité. Et c'est aussi pour ça qu'on forme des citoyens sur les territoires ruraux. Alors, c'est France Ville Durable qui animera cette soirée, d'ailleurs, le 28, avec le Conseil national de l'Ordre des architectes et un autre architecte. Il y a une phrase qu'on t'a entendu prononcer ou qu'on a vue quelque part qui nous a beaucoup marqué, c'était « L'augmentation de la population n'est pas un indicateur, mais la qualité de vie, oui ». Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ça? Parce que cette logique quand même du territoire rural qui doit grossir, qui doit être plus fort, plus gros que le voisin, c'est d'ailleurs le législateur qui l'a prévu en créant les intercos et qui détermine d'ailleurs les recettes des collectivités. Mais comment du coup tu arrives à t'en sortir avec ce dilemme? Alors c'est un dilemme compliqué parce qu'il faut faire bouger des lignes et bouger des lignes c'est toujours complexe. Mais il faut partir d'un principe où on va faire évoluer les bilans. Le bilan d'un maire rural, je le fais un peu caricatural mais volontairement,
c'est qu'il ait réussi à faire ses 3 km de route dans son mandat et qu'il ait réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation de sa fiscalité. Voilà. Et que si en plus, il peut avoir fait une zone pavillonnaire pour ajouter 20 ou 30 habitants, là, c'est la panacée universelle. Eh ben, je pense qu'il faut vraiment sortir de cette logique-là, aujourd'hui, et essayer d'expliquer que, y compris dans nos collectivités, on a des outils. Moi, j'ai souhaité, avant de réviser le PLUI, de faire un PLUIH. Alors là aussi, je vous passe des détails, hein, parce que moi, j'avais de tout. Hein. C'est des mariages forcés. Donc, vous avez du RNU, vous avez de la carte communale, vous avez du PLUI. Enfin, vous avez un peu de tout. Donc là, on va faire un PLUIH unique. Mais avant de lancer le PLUIH, on a lancé une OPA, une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Parce que, y compris dans les territoires ruraux, il y a des espaces, et en particulier des bâtiments, qui sont à rénover. Et on a mis l'effet levier, évidemment, sur la qualité énergétique des bâtiments. Et ça, il faut faire avaler ça, ou faire comprendre ça aux élus ruraux, qu'on va d'abord s'occuper de l'existant, y compris de la masure dans plein milieu du bourg, plutôt que d'aller faire de la zone pavillonnaire à proximité ou en périphérie de la commune. Et ça, c'est un peu de boulot. Parce que, évidemment, ça change franchement les habitudes et les idées. Donc, il faut vraiment amener ça gentiment, poliment, et essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Et pour l'instant, sur l'OPA, je suis assez satisfait parce que je vois que ça prend quand même. Il en manque encore, mais ça prend quand même. Et on commence à faire bouger ces lignes-là. Merci d'applaudir nos intervenants. Je vais appeler Christian Brodag, Christopher Roy-Gramos et Bruno Hervé, notre vice-président. Christopher est là. Je vous propose qu'on commence par entendre Christian, qui... alors, il a de multiples casquettes. Christian, on va te donner la zapette, oui. Il a de multiples casquettes, mais aujourd'hui, vous l'avez entendu tout à l'heure sur le concept de développement durable, on ne va pas relancer le débat, mais je me demande s'il n'y a pas eu un sujet sur le passage du soutenable au durable aussi dans l'appréhension. Mais tu as présidé pendant longtemps et tu es aujourd'hui vice-président de Construction 21, qui est un média dont la mission est de montrer qu'il y a plein de choses qui sortent de terre et qui cochent les bonnes cases. Que ça soit en réhabilitation ou en neuf, même si du neuf, j'imagine qu'il y en aura de moins en moins. Nous sommes France Ville Durable partenaire de Construction 21, notamment au niveau des Green Solutions Awards, qui est donc un concours qui est organisé chaque année et qui récompense des réalisations sur tout type de territoire. Je vous invite vraiment à consulter le site de Construction 21. Nous c'est sur le site de Construction 21 qu'on va chercher les exemples intéressants, sujet par sujet, qu'on met ensuite en pâture aux travaux de notre association. Je crois que tu as 3 réalisations à nous proposer à l'échelle, enfin, un neuf quand même, une réhab et une transformation, c'est ça ? Tout à fait. Eh bien, c'est à toi. Oui. Alors, très très brièvement, pour donner une idée de ce qu'est Construction 21, alors c'est à la fois un média et une association. L'association est vraiment axée sur le partage des connaissances, sur la réflexion collective, et c'est un média d'action. Il y a beaucoup de médias d'opinion, là on est un média d'action. Donc c'est l'idée, avec donc d'une part... oui, donc ça c'est le général, hein, donc c'est effectivement une plateforme de diffusion de l'information et d'identification de cas de réalisation avec je dirais une communication totale, c'est-à-dire que on identifie à travers les awards, à travers un prix des réalisations. Cette année, on a eu 200 candidats au niveau international. Donc il y a des prix nationaux, puis un prix international. On va remettre les prix à la COP. Et donc ça fait une sorte de colonne à distiller des meilleures réalisations. Et une fois qu'on les a identifiées, on les rediffuse par tous les médias, grâce effectivement, grâce au partenariat qu'on a avec France Ville Durable, mais aussi dans les salons. On fait des tables rondes dans les salons. Enfin voilà, on a une capacité donc d'identifier et ensuite de restituer par tous médias, évidemment tous les réseaux sociaux. Alors on a choisi trois exemples donc ça c'est effectivement les awards avec la remise par la ministre l'année dernière, il y a 2 COP. Donc alors la première
le premier exemple, c'est donc la ZAC de la niche aux oiseaux. Donc c'était lauréat du Grand Prix Nouveau Quartier Green Solution Awards France, donc au niveau français. Donc il s'agit d'un écoquartier nouveau, intégré dans un centre-bourg de 600 habitants. Donc vous voyez la taille, donc c'est pas une grande ville. Donc en Ille-et-Vilaine, donc avec une vision, une cohérence entre l'identité rurale de la commune et puis ce nouveau quartier. Donc on n'est pas dans l'étalement, on est dans la génération, enfin, beaucoup de biodiversité. Donc, et voilà un peu les critères qui ont été donnés par le jury pour le retenir. Donc, une opération de grande attention portée au paysage, à la biodiversité, au vivant, un partenariat avec la LPO, des espaces publics végétalisés, aussi tout un travail de sensibilisation avec les habitants, la construction de maisons modulaires à ossature bois, l'aménagement de coulées vertes. Donc un certain nombre de critères, et je pense une des caractéristiques des cas qu'on va vous présenter, c'est à chaque fois, on produit de multiples valeurs. C'est pas simplement du carbone, c'est pas simplement de la biodiversité, c'est quelque chose de global. D'où d'ailleurs, je me sens plus à l'aise avec l'intervention de Fondaterra, Immatera, pardon, excusez-moi, où on a effectivement cette création de valeur partagée sur le territoire, qu'à des objectifs où on cherche je dirais, à chiffrer les externalités à travers des modèles économiques, etc. Je suis un peu plus je pense qu'au niveau des territoires, la question c'est la création de valeur partagée et comment on a une économie pour réaliser des choses qui rendent compte beaucoup de services. Donc ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, alors il est différent. Donc, il s'agit ici donc d'un ancien site industriel à Rueil-Malmaison, qui a été transformé en 2500 logements en mixité sociale. Tu zappes, faut que tu mettes le suivant. Ah oui, pardon, j'ai pas zappé, oui. Et alors, il se trouve aussi à proximité de la nouvelle station, donc une station de métro de la ligne 15, donc ça rentre dans vraiment les aménagements du Grand Paris, mais il s'agit vraiment d'une requalification territoriale autour de sites industriels qui sont requalifiés en logements. Alors si on regarde aussi les critères, donc il y a évidemment un recyclage du foncier de sites industriels et de bâtis, donc on n'est pas dans l'étalement, on est vraiment dans la redensification, réemploi, beaucoup de réemploi, donc on a aussi évidemment tout un lien avec les infrastructures du Grand Paris. Donc c'est vraiment un projet qui a été primé vraiment pour à la fois ces aspects environnementaux, sociétaux, et puis avec une compacité finalement du projet. Donc ça c'était le deuxième. Alors maintenant le troisième, il est lui différent. Oui, c'est donc le 85 rue Petit dans le 19e arrondissement à Paris. Donc là, il s'agit en fait d'une réhabilitation assez profonde d'un ancien garage automobile en immeuble d'habitation. Donc vraiment, c'est un changement complet d'affectation donc dans un quartier urbain. Donc l'opération conserve la structure de plus de la moitié des surfaces de plancher. Donc on a vraiment une réutilisation donc de l'espace et aussi une revégétalisation de la parcelle, parce que la parcelle, il n'y avait pas que des bâtiments, il y avait aussi, et donc il y a de réinvestissement biologique, enfin d'écologique de la parcelle. Donc vraiment l'expérience montre que là, on évite la démolition, on change l'usage et finalement, on arrive à avoir un produit aussi très esthétique, les logements et donc sont de très bonne qualité et avec un maximum de réutilisation des matériaux. Donc juste pour conclure, on a choisi ces 3 cas pour illustrer. Il y en a bien d'autres. On a maintenant à accumuler au fur et à mesure des années, on a une base de données de plus de 1000 réalisations au niveau international. Donc ça donne à voir des contextes très très différents, aussi bien en Afrique qu'en Chine, qu'en différents pays. Et je pense l'intérêt aussi de ce processus de concours, d'ailleurs on le fait aussi, processus de concours, par exemple pour des opérations collectives de rénovation de copropriété, par exemple, il y a des animations territoriales pour faire cette rénovation de copropriété. On propose Construction 21 d'organiser un concours. Et c'est un puissant moyen de partage de connaissances, de mobilisation d'expertise, parce qu'il y a des jurys, on travaille sur le fond, et finalement, non seulement on sort des exemples, mais en même temps, c'est une animation. Donc voilà un peu les activités de Construction 21. Donc je vous renvoie sur le site. Alors on a des bâtiments, on a des écoquartiers, et on a un certain nombre d'infrastructures urbaines.
Et il y a par exemple le trophée des bâtiments résilients qui est extrêmement intéressant qui valorise d'ailleurs souvent des réalisations ultramarines. C'est assez logique puisqu'ils sont aux avant-postes déjà directement concernés et qui peuvent largement inspirer ce qu'on va construire ou réhabiliter par exemple sur le littoral en métropole. Merci beaucoup Christian. Je pense qu'il y aura quelques questions par la suite. Christopher, AXA Climate. Deux noms bizarres l'un à côté de l'autre quand même. Et pourquoi un assureur, CAC 40, etc., se dit, mais il y a plusieurs années déjà, 2, 3, 4 ans maintenant, vous allez nous raconter. Bientôt 5 ans, oui. Bientôt 5 ans, décide d'investir presque au départ à fond perdu, en se disant, mais on sent que là, il y a quelque chose d'absolument fondamental et pour la société et pour nos métiers, les métiers de l'assurance. Cette filiale est créée, je crois que depuis vous avez créé une Climate School. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire, là aussi on est sur Faire Autrement, pour un assureur, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Alors rapidement, AXA Climate, on est une filiale autonome du groupe AXA, 200 personnes, des scientifiques, on a des climatologues, des hydrologues, des géologues, des agronomes. Et la genèse et le cheminement, je dirais, vers le régénératif, pour moi, il est de plus en plus commun et c'est une succession de prises de conscience. La première, c'est celle sur le changement climatique et pour nous, véritablement sous l'angle du risque. Alors, naturellement, comme filiale d'un groupe d'assurance, ça part par des produits d'assurance climatique, mais également sur du conseil en adaptation pour accompagner des organisations publiques ou privées à projeter le climat sur leur territoire, à l'horizon 2030 et au-delà, et comprendre les impacts, que ce soit en termes d'inondation, que ce soit en termes de sécheresse ou d'érosion du littoral, et du coup comment s'adapter. Et c'est également en effet une formation, la Climate School, qu'on a lancée pour équiper et pour embarquer les collaborateurs sur les sujets du climat. Et aujourd'hui, c'est 4 millions d'utilisateurs et une centaine d'organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Et à ce moment-là, quand on commence à tirer le fil du carbone, on a une deuxième prise de conscience, c'est qu'on peut très bien réussir la décarbonation de l'économie, mais si on le fait de façon indiscriminée, on peut faire plus de mal que de bien. Et derrière le cycle du carbone, il y a le cycle de l'eau, le cycle des sols, le cycle du vivant, le cycle de l'azote, le cycle du phosphore. Et en parallèle de la transgression du climat, il y a la transgression de toutes les limites planétaires que vous avez vues aujourd'hui. Et à ça, la réalisation que l'entreprise qui est régénérative des écosystèmes, de l'environnement, du vivant et de la société, du coup, c'est pas quelque chose de louable, c'est quelque chose d'absolument nécessaire si on veut préserver les conditions d'habitabilité de notre planète. Et pour nous, c'est un cheminement qui implique donc une transformation profonde évidemment, mais une transformation collective. Et donc on lance en effet une autre formation qui s'appelle Butterfly, qui est une introduction à l'entreprise régénérative, dont l'intention est de déclencher tout un tas d'effets papillons, mais qui est un point d'ancrage pour une communauté. Parce que c'est le faire ensemble, c'est le collectif qui, sur cette transition-là, est absolument fondamental. Et l'idée, par rapport à cette communauté-là, c'est de la co-construction, cette économie régénérative, en prenant notamment les pionniers, les éclaireurs sur le sujet. Et pour vous partager quelques exemples, pour être un peu plus concret dans ce que je veux dire par là, je voudrais vous partager 3 entreprises très différentes, de tailles différentes, de secteurs différents, mais qui nous montrent quelque part la voie, notamment alors, par leur inspiration, mais aussi parce qu'elles ont de commun dans leur approche. La première, c'est Nexans, entreprise cotée, grande entreprise qui fait à peu près 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 25 000 employés. Et c'est une entreprise qui, il y a 4 ans, décide de se séparer de 80% de ses clients pour honorer une intention environnementale qui est l'électrification du territoire. Un deuxième exemple, c'est Expansience. Donc c'est un laboratoire pharmaceutique qui est plus connu par la marque Mustela de cosmétiques et qui, elle, regarde plutôt sur l'amont de sa filière et décide qu'en termes d'approvisionnement, elle va se limiter à un rayon de 200 km autour de ses usines et de ses centres de production. Et en regardant l'aval, elle décide également qu'à horizon 2027, elle va se séparer, elle va arrêter son activité de lingette, qui représente quand même 25% du chiffre d'affaires, parce qu'elle ne voit pas comment la rendre compatible avec les enjeux environnementaux.
Et on voit dans ces deux renoncements, Nexans sur une grosse partie de ses clients, Expansion sur une partie importante de son activité, une volonté de rediriger des forces vives, des investissements, des talents, de l'énergie sur des activités à impact positif. Le troisième exemple, c'est Pocheco, une entreprise d'une centaine de collaborateurs qui est située dans le nord de la France, producteur d'enveloppes. Et c'est une entreprise qui, sur le temps de 10 ans, va complètement transformer son outil de production, son usine, créer des filières locales sur le bois, sur les encres, et qui va accueillir la biodiversité sur son terrain, pratiquer l'agriculture également. Et sur 10 millions d'euros d'investissement, ils vont pouvoir bénéficier de 15 millions d'euros d'économies, ce qui sauve en fait l'entreprise de mettre la clé sous la porte, et qui, en 2022, quand on a la crise énergétique, et qu'en fait tous ses concurrents voient leur prix d'énergie et de matières premières augmenter, Pocheco est capable de maintenir ses prix parce qu'elle est approvisionnée de façon locale, et en 6 mois, elle va faire autant d'activités que sur son année précédente. Donc on a 3 exemples là qui, au-delà d'être inspirants, nous interpellent parce qu'ils ont en commun. Pour nous, ce qu'on voit déjà, c'est le fait de poser des intentions environnementales qui sont claires et assumées. Nexans sur l'électrification, Expansion sur le local, mais aussi sur une certaine une acceptation aussi de la décroissance. Pour eux, c'est pas un problème, comme dit leur dirigeante. Et Pocheco sur vraiment le zéro déchet, le local, la décarbonation également. Ils posent ces intentions très clairement. Et la deuxième chose qu'on voit en commun avec ces 3 exemples-là, c'est une bonne compréhension de leur contexte, qu'il soit local, qu'il soit régional, qu'il soit même national ou mondial. Et ce contexte-là, pour eux, il y a aussi une bonne valorisation de nouveaux types de relations avec des parties prenantes qui leur permettent de générer de nouveaux potentiels. Et nous, c'est quelque chose vraiment qu'on observe sur l'entreprise régénérative, c'est qu'elle se met en relation de façon très différente avec ces parties prenantes qui deviennent des co-créateurs. Le dernier point, c'est qu'on sent une intuition chez ces 3 entreprises-là, une bonne intuition de leur singularité, de ce qui les rend uniques, de là où sont leurs forces, ce qui va leur donner de la robustesse dans le changement, un ancrage, et en tendant ce mouvement-là, d'aller vers une certaine irremplaçabilité, parce qu'elles expriment quelque chose qui est complètement unique par rapport à ce qu'elles font. Donc, ces exemples-là, pour nous, c'est des exemples qui nous inspirent parce qu'on y voit déjà des avancées, mais on sent aussi que c'est des mouvements collectifs. Quand Nexans ou Expansion ou Pocheco bougent, ils font bouger des filières locales, ils font bouger des filières au-delà. Et c'est ce qu'on essaie de retrouver chez Butterfly, c'est de créer des liens pour réfléchir ensemble et co-construire ensemble l'entreprise régénérative. Alors voilà, je voulais vous partager ces quelques exemples et vous donner un petit peu notre cheminement qui, à mon sens, est de plus en plus commun et va avoir tendance à se généraliser et de lancer les discussions à partir de là. Merci beaucoup, Christopher. C'est très, très intéressant. D'ailleurs, on trouve beaucoup de similitudes avec ce que nous a dit Séverine tout à l'heure. Cette logique de coopération, d'état des lieux des forces en présence, d'acteurs différents qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble comme un puissant levier, finalement, pour créer de la valeur en même temps qu'on régénère. Et c'est peut-être... je vais maintenant me tourner vers Bruno Hervé. Alors, exercice pas facile, double casquette. Bruno Hervé, le vice-président, le co-vice-président du Collège Entreprise avec Virginie Alonzi, qui va nous rejoindre tout à l'heure pour la conclusion de France Ville Durable, mais tu représentes aussi le groupe Suez au sein de l'association depuis le début, depuis le tout début. Tu es un des membres fondateurs de cette association et même de ce qui l'a précédé, et tu dis souvent que le groupe est un prestataire de services au service de la puissance publique. Je trouve que c'est assez intéressant comme positionnement. Alors, peut-être à la fois, dans ces quelques minutes, pas simple, mais dans ces quelques minutes, le point de vue du groupe Suez sur tout ça, sur la régénération. Vous êtes quand même très directement concerné par la question des ressources, par la question des flux, par la question d'un certain nombre de ces limites, par vos activités, y compris pour les réparer, entre guillemets. Et puis, exercice pas facile, est-ce que tu peut essayer de wrapper cette journée, comme on dit, notamment sur cette question du développement économique. On a beaucoup parlé économie aujourd'hui, finalement. Et voilà, est-ce que toi aussi, tu sens que les acteurs économiques que des acteurs économiques ont bougé ou que les acteurs économiques ont bougé? C'est à toi. Facile, et en 5 minutes. Bon, cela dit, ça me fait plaisir que tu te souviennes. Tu t'en souviens, tu l'as noté. Ça me fait plaisir.
Bon, écoute, il me dit que je radote parfois, alors, tu vois, je suis assez content. Non, faire le... Comment tu dis? Râper? Non, c'est impossible parce que ça a été extrêmement, extrêmement riche. Cela dit, je prenais des petites notes depuis ce matin. Si je donne une vision de certains acteurs économiques, je ne peux pas parler au nom de tous. On a eu quelques exemples des gens qui sont plutôt dans le B2C, hein, qui sont, et ça c'est évidemment très puissant, et c'est une part substantielle de l'économie. Moi, je peux parler beaucoup des acteurs qui sont, comment on a dit quelqu'un ce matin, B2T, enfin qui sont des, voilà, on va reprendre ma phrase, des prestataires de services au service de la puissance publique. Je pense que, enfin, je me suis noté finalement 3 points. Le premier, c'est la nécessité de trouver des nouveaux modes de gestion de la ressource, et j'y reviendrai après. Du coup, pour nos entreprises, ça soulève une question. Comment faire évoluer nos business models? Et puis, dernière chose, est-ce qu'on a des éléments pour contribuer aux stratégies de régénération du territoire? Donc d'abord, sur le premier point, quand on est des acteurs comme nous sur les différents, sur les réseaux, sur les flux, oui, les villes, c'est l'un des ou le grand centre final de consommation des ressources. Et ça soulève des défis en termes de gestion de l'eau, de l'énergie, de l'ensemble des matières. Moi, si je donne juste un exemple, enfin plutôt à la question, y a-t-il des solutions à ça? Oui, j'en vois. Beaucoup ne sont accessibles. Je vais vous donner un exemple. La réutilisation des eaux usées. Bon. En France, on en parlait beaucoup depuis cet été, on réutilise 1% de nos eaux usées, là où en Italie c'est 8%, en Espagne c'est 14%, et en Israël c'est 80%. Bon. Donc le gouvernement a fixé un objectif à 10%, je crois, à horizon 2030. Ça nous situe, ma foi, jamais que entre l'Espagne et l'Italie. Alors c'est 10 fois plus qu'aujourd'hui, mais d'autres y sont déjà et d'autres sont très à l'heure. Un autre exemple, le plan de sobriété énergétique qu'on a tous connu cet hiver. Les compteurs ont été relevés, hein, sans mauvais jeu de mots. On a économisé 10%. La consommation de gaz et d'électricité a réduit de 10% versus ce qu'elle était il y a 4 ans, donc je me situe avant Covid. Donc bien sûr qu'il y a des choses qui sont possibles, bien sûr que c'est faisable. Avec tout ça, on se situe dans les premiers 50% que mentionnait Franck Goutet, hein, on n'attaque pas la deuxième tranche, mais enfin c'est déjà une première étape. Alors, question de fond, du coup, pour les entreprises, comment faire évoluer nos business models pour œuvrer dans la transition et aller dans ce sens-là? C'est vrai qu'on est dans des entreprises qui ont beaucoup été construites autour du volume. Hein, plus vous avez de volume, plus vous avez de croissance, et mieux vont aller les choses, et mieux vous pourrez rentabiliser les investissements très importants que vous avez dû même faire. Donc comment est-ce qu'on passe du volume à la valeur? Comment est-ce qu'on passe de l'économie des infrastructures à l'économie des usages et des fonctionnalités? C'est la vraie question à laquelle nous on doit répondre. Ça nous amène au principe de l'économie circulaire, c'est-à-dire que comment penser chaque ressource de manière optimale, comment faire que on baisse le gaspillage, on augmente la durabilité. Mais je vais aussi parler de France Vie Durable, puisque j'en suis l'un des vice-présidents. C'est l'un des piliers du motto, du credo de France Ville Durable. C'est la raison pour laquelle on a construit aussi France Ville Durable, pour laquelle on a écrit le manifeste, que, je l'espère, vous avez tous pu constater. Alors, après, est-ce qu'on a des... Qu'est-ce qu'on retient comme élément stratégique concrètement, hein, pour la régénération territoriale? Alors, il y a quelques idées que j'avais et puis que j'ai enrichies au fil des discussions depuis ce matin. Vraiment, je ne peux qu'insister, je profite qu'il y a des représentants de l'État et des collectivités sur l'importance de la gestion intégrée de la ressource. Je pense qu'on a là un levier extrêmement puissant pour faire au moins les premières tranches de dizaines de pourcents dont on a besoin. Production d'énergie a besoin d'eau pour son refroidissement. Je pense aux technologies de récupération des calories dans les eaux usées pour faire de la chaleur, donc pour faire de l'énergie, donc ça marche dans l'autre sens. Je pense à l'incinération, à la méthanisation pour produire du biogaz. Bref, utilisons ces synergies de ressources
pour faire de la symbiose industrielle, parce qu'elle est possible. C'est vraiment l'investissement marginal par rapport à ce qu'on peut y gagner. C'est vraiment ça l'économie circulaire et le circuit court. Démarrer avec ce qu'on a. Alors je vais faire le lien avec la séquence d'avant, pardon, et je terminerai là-dessus. On a beaucoup et très bien parlé de diagnostiquer, de planifier. Il faut ouvrir vers comment faire autrement. Je voudrais juste le rappeler, diagnostiquer pour le faire du réemploi, il faut vraiment avoir une vision claire des gisements de matériaux, y compris de ce qui est déjà là, mais aussi comment progresser si on ne mesure pas. Donc avoir une vision claire de la mesure de nos GES, et comment, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé l'expression, mesurer les gisements de réduction de GES avant de se lancer. Et je pense qu'effectivement, c'est une manière d'objectiver une politique, c'est une manière de définir ce qui est atteignable, c'est une manière de mesurer quel est l'investissement pour y arriver. Bref, c'est à ce moment-là que vous commencez à enclencher des dynamiques très vertueuses. Je vais revenir aussi sur planifier. D'aucuns ont parlé ce matin aussi de repenser une nouvelle data ou se lancer dans des dynamiques qui sont finalement dans le fait de se projeter à 5 ans, 10 ans. Madame, vous en avez parlé aussi très clairement sur le quartier, et ça me paraît absolument fondamental. Il n'y a pas moyen qu'on réussisse à conserver des zones naturelles si on n'a pas pensé la planification. Il n'y a pas moyen qu'on réussisse à mettre en œuvre des thématiques et des projets de mobilité douce si on n'a pas pensé planification. Où seront les gens demain? Comment ils vont se déplacer? Pourquoi ils se déplaceraient d'ailleurs? Enfin, mettre en œuvre une politique de mobilité douce, c'est une résultante de cette pensée. Bon, dans le faire autrement, je vais revenir sur ce que je disais. Je vais reprendre cet exemple, parce que j'y tiens beaucoup. Il est particulièrement d'actualité depuis 2 étés en France, mais il est d'actualité dans plein d'autres endroits depuis très longtemps. À partir du moment où, dans la réutilisation des eaux usées, vous pensez votre déchet comme une ressource, alors vous vous êtes donné les moyens de garantir un approvisionnement en eau, tout en réduisant la pression que vous mettez sur le milieu naturel. Et c'est ça qu'il faut faire. Par ailleurs, dans le faire autrement, alors je ne vais pas m'attarder parce que ça a été très bien expliqué aussi en début d'après-midi, la coparticipation, l'inclusion dont vous parliez, fondamentale. De toute façon, ça renourrit la boucle de la planification. Donc, par rapport à la question pas évidente que tu me posais, Sébastien, moi juste 2 choses que je retiens de cette journée, que je voudrais partager avec vous. Pour une première étape, un nouveau mode de gestion, c'est-à-dire concrètement désiloter. C'est très faisable d'un point de vue industriel. Maintenant, il faut réussir à le faire au niveau de la commande publique, au niveau de l'organisation des services. Je me tourne vers vous parce que vous aurez cette lourde tâche, mais aussi vers Virginie et tous les élus présents dans la pièce. On peut aller tellement plus vite et on peut aller tellement loin en réussissant à faire ça. Et puis, le deuxième sujet, c'est l'innovation technologique. Elle est là, elle est disponible, elle va s'améliorer. Okay. Et oser, pour nous, les entreprises, penser des nouveaux business models. Donc, vraiment, quand on lance un projet, se poser d'abord la question de à quoi ça sert, avant de se demander comment ça marche. Voilà. 2 points. Superbe, magnifique conclusion. Avez-vous des questions pour nos 3 intervenants par rapport à ce qu'ils ont dit? Oui, monsieur. 2 questions. Si vous pouvez faire un petit passage express de micro, s'il vous plaît. C'était monsieur ici. Voilà. Merci. C'est pour Christopher. Donc c'est une question un peu naïve, mais il faut que je la fasse parce que je l'ai en tête. Vous avez parlé des entreprises qui ont eu la capacité, le courage de devenir uniques. Et donc, pour ça, c'était une façon pour se régénérer et avec cette position d'unicité, pouvoir être encore sur le marché. Je ferme les yeux, je les réouvre, et 100% des entreprises françaises sont devenues uniques. Il y a la place pour tout le monde ou non? C'est une très bonne question. Je pense que pour moi, la question que ça soulève, c'est
comment est-ce que j'exprime mon potentiel, qui est à partir de ma singularité, et ensuite je lâche prise sur ce que ça amène. Je ne peux pas répondre à est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, mais à mon sens, la singularité et pouvoir mieux me connaître et pouvoir mieux comprendre ma singularité, c'est un ancrage qui nous aide face au complexe. On parlait plutôt des limites planétaires, on arrive dans un monde qui a une complexité absolument accrue. Comment est-ce qu'on navigue cette complexité-là? Alors, il y a plein de réflexions là-dessus. Comment est-ce qu'on sort de schéma command and control, on passe en sense and respond? Comment est-ce que l'organisation devient plus comme les écosystèmes sur lesquels on essaie de s'inspirer? Mais fondamentalement, la singularité, pour moi, c'est un ancrage qui me permet d'être fidèle à ce que je peux faire de mieux. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? On peut lancer le débat. C'est une question essentielle. Hein. Si on parle de limites, on est dans un bassin. À quoi on a droit. Moi, je donne toujours l'exemple de l'utilisation des eaux souterraines pour faire du rafraîchissement. À Lyon, à la Part-Dieu, ils sont déjà saturés. Ils ont déjà saturé la nappe avec cette exploitation. Donc, il y a un moment, il y a des limites. Donc, la question des limites se pose à toutes les échelles. Et je pense que le territoire est l'endroit où on peut se poser le problème du foisonnement. C'est-à-dire, tous les projets, tout ce qu'on... Vers quoi on va, comment on va gérer l'ensemble des types de bâtiments, comment on va pour faire la rénovation, etc. Mais il y a un moment, il faut faire le bilan complet et d'avoir un système unique. Donc c'est un des grands enjeux. Juste pour saisir aussi que j'ai le micro, vous avez évoqué un certain nombre de questions, les métabolismes industriels, enfin les synergies industrielles, donc les solutions fondées sur la nature, qui sont un des moyens de régénération, toutes ces questions font l'objet de réflexions normatives actuellement. Donc autre casquette. Oui, c'est une autre de mes casquettes. J'en parlerai peut-être un peu demain en off, mais c'est un vrai enjeu. J'ai entendu aussi beaucoup avec des outils open source. L'open source, le mieux, c'est de les reformaliser avec les parties prenantes et le poser en normalisation, qui est le moyen de diffuser largement les innovations. Donc là, il y a un enjeu. Merci. Anne? Oui, non, c'était juste pour rebondir sur les exemples qui ont été présentés par Christian Brodag, pour dire que quelque chose que j'ai oublié de dire dans ma présentation, c'est qu'on a en fait une plateforme, mais qui est collaborative aussi, pour mettre en réseau et des retours d'expérience, notamment à l'échelle des quartiers et de l'aménagement. Et donc, dans cette plateforme, on organise des rencontres, des ateliers débats, des groupes de travail et aussi des retours d'expérience sur des quartiers, dont le dernier qu'on a présenté, c'était la niche aux oiseaux. Et donc, du coup, on fait venir les acteurs de ces projets pour 45 minutes d'échange. Donc, vous êtes les bienvenus à vous inscrire pour y participer et nous proposer des projets. Merci Anne. Merci d'applaudir nos intervenants.